Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live meeting organisé par l'ITA. On est donc en direct, j'espère que tout le monde va bien. Alors, en attendant que tout le monde nous rejoigne et se connecte progressivement, j'ai commencé par me présenter rapidement. Je suis Estelle, je suis chargée de projet en levée de fonds sur l'ITA depuis bientôt 1 an. Et je m'occupe donc particulièrement de la levée de fonds de l'Ermitage, qui fera l'objet de ce live meeting. Donc, je suis bien accompagnée des cofondateurs et dirigeants du tiers-lieu qui se situe en Hauts-de-France. Donc, voilà, en compagnie de Mathieu, de Jean, de Latifa et d'Armel, qui vont vous présenter le tiers-lieu juste après une petite introduction, le temps que tout le monde nous rejoigne. Alors, pour vous présenter un petit peu l'outil, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'outil Livestorm qu'on utilise aussi pour nos webinaires de bienvenue qu'on organise toutes les 2 semaines pour présenter la plateforme Lita, son fonctionnement, etc. Et bien là, c'est le même outil avec 2 onglets qui vont vous intéresser, qui se trouvent en bas à droite. Donc, on a un premier onglet chat qui est destiné à tous les messages informels que vous pouvez déposer ici. Donc voilà, n'hésitez pas à nous saluer, à montrer que vous êtes bien présent au live, à nous dire d'où vous venez, comment vous connaissez l'Ermitage. Et c'est aussi l'endroit pour faire remonter un quelconque problème technique de son ou de vidéo. Donc voilà, vous n'hésitez pas sur l'onglet chat. Et juste à côté, on retrouve l'onglet questions destiné à la formalisation de toutes vos questions que vous pouvez déposer tout au long de l'événement et auxquelles on prendra le soin de répondre lors du second temps fort de ce live meeting, le temps fort privilégié de ce live. Donc justement, j'enchaîne sur le déroulement. Donc on va commencer par une présentation d'une vingtaine de minutes par l'équipe de l'Ermitage. Qui vont voilà, vous présenter le projet et expliquer les raisons de cette levée de fonds sur l'ITA aujourd'hui. Et dans un second temps, on aura donc la session questions-réponses. On a 1 heure, donc ce live va durer jusqu'à 13 heures. Ça commence à se connecter. Top. Bonjour Flovic. Bonjour Jean-Nicolas. Très bien. Voilà, n'hésitez pas à dire d'où vous venez. Et on va bientôt pouvoir commencer la présentation. Donc, je vais afficher la présentation en grand. Bonjour Nicolas, depuis Lille, trop chouette. Jean-Nicolas, depuis Compiègne, donc ça connaît bien le tiers-lieu, j'imagine. Super. Eh bien, si vous voulez, on commence. Si vous êtes prêts, Armel, Jean, Latifa et Mathieu, je vous laisse la parole. Merci Estelle. Merci Estelle. Donc c'est moi qui vais démarrer. Bonjour à toutes et tous. Moi je m'appelle Jean Carinti, j'ai 49 ans et je suis papa de 4 enfants. Et je vis donc à Compiègne et je suis engagé à l'Ermitage depuis le début du projet. Avec Mathieu, on partage le même nom de famille, ça ne vous aura pas échappé parce qu'on est frères et on a vécu sur le site quand on était plus jeune. Et c'est une histoire assez riche que celle de l'Ermitage. Mathieu, je te propose de partager la première slide suivante. On va vous parler déjà d'où se trouve le site. Le site, il est entre Soissons et Compiègne, donc à la limite du département de l'Oise et de l'Aisne. Donc on est dans un environnement extrêmement rural, dans un petit village qui s'appelle Autrèche, qui est peuplé de 750 habitants. On a sur un territoire qui est une communauté de communes d'à peu près 80 000 habitants et on est vraiment dans des environnements ruraux typiques de cette France qui a été très prospère pendant la période des marchés communs agricoles et qui aujourd'hui vit difficilement la désindustrialisation. Le mouvement des Gilets jaunes notamment était particulièrement actif dans le territoire et l'Ermitage se trouve vraiment au centre de
ces enjeux. C'est un domaine de 30 hectares qui est historiquement un lieu porteur de pas mal de sens. Donc, je vais proposer Mathieu de passer sur la présentation de l'histoire. On a souhaité vous parler vraiment d'un lieu hors norme parce que ce lieu, en fait, est né de ce qu'était le village d'Autrèche après la Première Guerre mondiale. Vous imaginez que le front de la Première Guerre mondiale est resté pendant 4 ans sur le village d'Autrèche. Le village était détruit à 90% à la sortie de la guerre. Et un entrepreneur en pierre de taille et en élevage de poulets, ce qu'on appelle un élevage avicole, en 1925, a imaginé faire un site pilote. Et donc, il a fait construire sur plan ce domaine. On est vraiment dans une période d'après-guerre où l'entrepreneuriat et où la reconstruction battent leur plein. Et ce site est vraiment, il faut imaginer, vous allez voir sur les photos et vidéos qu'on va vous partager dans la suite, on est vraiment sur un site qui a été designé au cœur de ce village d'Autrèche qui comporte 3 hameaux. Malheureusement, l'histoire de ce projet avant-gardiste n'a pas été prospère, en tout cas à partir de la crise de 1929. Et en fait, en 1942, le propriétaire a été obligé de s'en séparer parce qu'il n'avait plus les moyens de le gérer. Et là commence la deuxième histoire de ce site, qui est une histoire exceptionnelle en France, puisque c'est une communauté de malades qui en ont fait leur maison médicale. En France, à ce moment-là, il y avait pas mal de lieux qui n'avaient plus de vocation, qui n'avaient pas forcément de valeur pour en faire des lieux de villégiature ou autre chose. Et donc, les gens qui étaient un peu ostracisés, ils trouvaient leur place. Et donc, l'Ermitage, ça a été un hôpital. Et de cet hôpital est née une ONG internationale et c'est devenu le centre de formation de cette ONG pendant plus de 50 ans. Et donc, nous, c'est dans cette histoire qu'on a été baigné quand on était enfant. Et en 2016, tout s'arrête. Mathieu, je te propose de partager la slide suivante. 2016, c'est vraiment un moment où ce domaine, vous voyez, c'est un manoir, hein, c'est un environnement qui est très impressionnant en termes de foncier, mais c'est aussi un foncier qui est à l'aune de son histoire difficilement transformable et qui n'intéresse finalement pas grand monde. À ce moment-là, le propriétaire, qui est une association d'intérêt général, essaye de le vendre et personne n'en veut. Personne n'en veut. Et nous, moi, j'étais à la ville de Paris à l'époque et je connaissais notamment déjà Latifa avec laquelle je travaillais dans le domaine de la tech for good, comme on dit, c'est-à-dire les écosystèmes de technologie au service du bien commun. Et on a été sollicité par le propriétaire qu'on connaissait avec Mathieu de notre histoire familiale antérieure et on a essayé d'imaginer un avenir. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de 30 hectares et de 21 bâtiments au cœur d'un environnement rural qui est vraiment en crise, dans lequel il y a des enjeux agroécologiques, des enjeux de transition énergétique, des enjeux majeurs de recherche de solutions pour vivre mieux et vivre en harmonie avec son environnement dans le 21e siècle. Et on est arrivé à créer ce concept à partir d'une journée commune et d'un temps commun avec pas mal de gens qu'on a réunis un peu à la manière d'un séminaire de lancement d'un projet le 10 décembre 2016. Voilà. Je vais passer la main à Mathieu pour qu'il vous parle vraiment de ce qui a fait le cœur de cette idée fondatrice en 2016 et ce qui s'est passé depuis, parce que 2016-2023, ça fait 6 ans qu'on est sur le pont et qu'on porte ce projet tous ensemble. Voilà, je te passe la main, Mathieu. Merci Jean. Donc effectivement, cette date du 10 décembre 2016, elle est assez forte pour nous, puisque donc moi j'ai 15 ans de moins que Jean, hein, j'ai aujourd'hui 32 ans et à l'époque je suis urbaniste, ingénieur urbaniste de formation et je travaillais pour une grande majeure du BTP et je reçois cet appel de Jean qui me dit bon, est-ce qu'on se ferait pas voilà, il y a un enjeu autour de l'avenir de l'Ermitage. Il sortait à l'époque d'une aventure autour des SOS Méditerranée qui avait été particulièrement dynamique également. Et il nous dit, bon, pas de pression, est-ce qu'on ne se retrouverait pas sur place? Moi, j'y voyais déjà un super terrain de jeu et de projection et d'expérimentation autour de la transition énergétique avec des bâtiments qui sont tous complètement différents, qui ont été rénovés à différentes époques, etc. Et puis, on se retrouve autour de la table avec plein de gens d'horizons différents, de nos réseaux respectifs amicaux, professionnels. Et on commence à se dire, à rêver d'un lieu qui rassemble toutes ces problématiques autour de l'alimentation, de l'agroécologie. Il y a 2 hectares de terres cultivables sur place, et également 20 hectares de forêt. Donc, ça pousse à se projeter, à rêver,
à imaginer des projets concrets autour de cet écrin. La question forcément de l'énergie et de la mobilité, puisqu'on est en milieu rural, à 30 km de villes moyennes, donc Soissons, Compiègne, pour les gens qui connaissent un peu le coin, qui sont des sous-préfectures, et également de l'énergie qui est à la base de notre capacité aussi à agir, à vivre. Donc, comment faire de ce lieu un lieu sobre en termes de consommation énergétique qui puisse être aussi démonstrateur de solutions. L'entrepreneuriat et l'économie locale, on a tout de suite, du fait de nos parcours, eu cette volonté, du fait aussi de la configuration de ce lieu, voulu se dire qu'il n'y a pas qu'en ville qu'on peut entreprendre, et également développer de l'activité qui soit utile au territoire, qui soit respectueuse de l'environnement. Et donc, l'entrepreneuriat et l'économie locale au service du territoire a été très vite au cœur des échanges. Le mieux vivre au village, puisqu'on est dans des villages aujourd'hui qui sont dortoirisés. Certains peut-être connaissent d'autres acteurs comme la foncière Village Vivant qui travaillent sur ces sujets-là également. Nous, on l'a imaginé, cet Hermitage, comme un hub, un lieu vraiment d'encapacitation, de passage à l'action pour les habitants du territoire. Armelle, directrice de l'ASSO, en reparlera après, parce qu'on a plusieurs structures sur place, un lieu de démocratie participative également, de pouvoir débattre autour de l'avenir de ce territoire en confiance. L'important, on en reparlera, mais la création de confiance sur un territoire rural qui a perdu son tissu associatif et du coup, les espaces d'échange et d'engagement est crucial. Et puis, le numérique citoyen, parce qu'aujourd'hui, le numérique pénètre énormément en milieu rural, toutes les tranches d'âge, et du fait aussi du parcours, Latif en reparlera, mais notre sensibilité particulière à la question du numérique accessible à tous, qu'on peut appeler l'open source, comment faire en sorte que ce soit accessible à l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs compétences. Ce sont vraiment des sujets qui nous ont animés et qui ont popé, entre guillemets, très vite durant ce week-end et qui, derrière, nous ont mis en mouvement depuis 6 ans. Donc, effectivement, l'Hermitage, aujourd'hui, c'est donc un site de 30 hectares qui a un potentiel vraiment assez exceptionnel du fait de la diversité des espaces bâtis et fonciers disponibles. Je parlais de 2 hectares de terres cultivables. On voit les petites serres en bas à gauche. On a accompagné une maraîchère à s'installer qui fournit aujourd'hui une AMAP. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui est vraiment un écrin permettant à une diversité de projets de se développer. 20 hectares de forêt également, 2500 mètres carrés de plancher entre des bâtiments locaux du fait de l'ONG précédemment et de la maison médicale, qui sont des bâtiments à la fois des locaux d'habitation, de sommeil, mais également tertiaires, de bureaux, de salles de réunion qui ont servi au siège social de l'ONG. Et donc, nous, on a tout de suite, du fait de l'état des bâtiments, projeté une activité fonctionnelle au travers des chambres disponibles, de la cuisine professionnelle datant de la maison médicale. Voilà, tout n'est pas aux normes, hein, c'est aussi l'objet de notre échange aujourd'hui. On a testé le modèle depuis plusieurs années, on l'a éprouvé, mais dans des conditions matérielles fonctionnelles, mais pas tout à fait aux normes. Et donc tout ça pour développer cet écrin qui aujourd'hui accueille des entreprises. On va en parler juste après. Donc ce site, il est découpé, donc je disais, sur 30 hectares. Donc cette petite carte vous permet un peu de vous rendre compte la projection, la photo d'avant donnée sur du coup la micro-ferme en bas. Mais on voit que le site est à flanc de colline, donc avec différents espaces. L'espace numéro 1 qui est vraiment l'espace d'entrepreneuriat social comme artisanal, rural, où on accueille aujourd'hui une dizaine de structures allant de la micro-ferme, des ateliers de menuiserie, une recyclerie en insertion qui a une dizaine de personnes employées.
Une structure en numéro 2, là, vous voyez, donc un espace qui est vraiment notre moteur économique aujourd'hui pour stabiliser l'ensemble, qui accueille une activité de séjour qu'on appelle Hermitage Séjour Inspirant, qui est vraiment l'outil pour ouvrir notre écosystème à des visiteurs extérieurs, pour le moment principalement des groupes de professionnels, associations, entreprises qui viennent en séminaire, au contact à notre rencontre. Et un écosystème plus associatif, tourné, ouvert sur le territoire, où on y retrouve du coup les activités de l'association que nous portons. Donc le numéro 3 avec un café associatif, des locaux pour notre AMAP et d'autres structures associatives. Donc ce projet, aujourd'hui, on est bientôt à plus de quasiment 7 ans de réalisation. On s'est rencontrés, on s'est retrouvés en fin 2016. On a développé un projet pendant 6 mois avec des portes ouvertes, un autre grand temps fort qui a été le 13 mai 2017. On a donné à voir ce que ça pourrait être et depuis, on a consolidé, on a construit. Et on n'a pas effectivement à rougir avec le peu de moyens qu'on avait à l'époque de développer ce projet sur 30 hectares. C'est aujourd'hui une quarantaine d'ETP entre les différentes structures installées. C'est plus de 250 groupes accueillis en séjour, comme je le disais, des ONG, des entreprises de toute taille. C'est une trentaine d'autres projets accompagnés sur le territoire. Latifa en parlera un peu après, parce qu'on a aussi un bureau de conseil. Une centaine de bénévoles, plus ou moins réguliers, qui s'engagent auprès de l'association dans tout type d'événements populaires comme plus particuliers et qui du coup dynamisent le territoire. On a également une communauté de donateurs sur cette association qui a été là dès le départ, puisque dès le 13 mai, on a fait une campagne de financement participatif qui a sur Ulule, une plateforme, donc là c'était du don, aujourd'hui sur l'ITAS, on vous ouvre notre capital après justement cette période de préfiguration, qui du coup a permis de rassembler sur 2 campagnes différentes, une en 2017, une en 2020, 200 000 euros. Donc c'était à l'époque un des premiers tiers-lieux à se monter et à lever autant, à récolter autant de dons sur Ulule. Et ensuite, en 2018, on a acheté le site avec une 60aine d'actionnaires au sein d'une première SCI qui est devenue aujourd'hui une coopérative, on vous l'expliquera après. C'est une AMAP également qui distribue aujourd'hui 60 paniers par semaine auprès des habitants grâce à la maraîchère et aux autres producteurs locaux qu'on a pu faire adhérer à cette AMAP. Plus de 20 000 visiteurs et donc un projet qui, pour un petit village comme Autrèche, fait aujourd'hui exemple au niveau national de ce qu'on peut développer en milieu rural en partant de pas grand-chose au départ, mais avec beaucoup d'énergie et de volonté. Et donc aujourd'hui, l'association est très bien identifiée au niveau national et financée sur les activités non-profit d'intérêt général, et les structures commerciales ont généré aujourd'hui plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a entre guillemets de l'expérience et du vécu. On a essuyé les plates de ces premières années et aujourd'hui on est mûr. Je te laisse la parole, Latifa. Oui, super. Alors, je pense que vous l'avez compris, le projet qu'on a monté sur ces 6 ans peut paraître parfois complexe. Et pourquoi complexe? Notamment parce que on a une multitude d'activités, on a une multitude de projets qui font aussi le sel et puis on va dire l'ADN de notre tiers-lieu. Mais avant de vous expliquer un peu plus en détail notre structuration juridique, je vais me présenter. Donc moi, c'est Latifa, je suis donc cofondatrice de l'Hermitage et je dirige plus particulièrement le bureau d'études, l'Hermitage Impact et Transition, qui accompagne des porteurs de projets, alors dans un périmètre, on va dire, assez vaste, vu qu'on travaille sur toute la France, et on travaille principalement aujourd'hui pour des collectivités locales, donc mairies de villages de territoires en marge. Donc quand on dit territoires en marge, sont généralement des villes et villages de moins de 3500
4000 habitants. Et puis, on accompagne également des entrepreneurs indépendants sur des projets en lien avec les transitions. Et donc, on touche également des sujets assez vastes, tout comme l'ensemble des sujets qu'on traite à l'Ermitage. Donc, ça va de la mobilité à l'énergie, à l'habitat, au foncier, au tiers-lieu en particulier. Et donc moi, comment est-ce que je suis arrivée à l'Ermitage, hein? Donc, comme le disait Jean au tout début, donc nous, on se connaissait d'avant, de nos anciennes vies professionnelles, notamment parce que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en cabinet de conseil en innovation technologique, où j'avais cette casquette très particulière qui était de faire coopérer des grands groupes et des communautés d'innovation, c'est-à-dire des communautés généralement technologiques autour de l'open data, donc des données ouvertes, et de l'open source, donc le milieu libriste. Et Jean m'a appelé si je ne dis pas de bêtises, en octobre 2017, donc juste après la première campagne de financement participatif qui avait été faite sur Ulule, justement pour aider à structurer au final le modèle d'activité, donc le business model de l'ensemble du tiers-lieu. Et on est arrivé avec le temps et donc avec l'expérience à cette structuration alors qui est dite complexe, hein, parce qu'on nous a audité assez régulièrement en nous disant que notre montage pouvait être complexe, mais en même temps, la complexité de ce montage permet de dérisquer la plupart de ces structures et la plupart de ces activités. Je m'explique. Aujourd'hui, Mathieu l'a évoqué, nous sommes propriétaires du site de l'Ermitage, donc des 30 hectares de l'Ermitage, que nous avons acheté donc fin 2018 avec une 60aine d'actionnaires au cœur d'une ESCI. Cette ESCI, notamment parce que très vite, on a souhaité mettre en sécurité le foncier et puis surtout le gérer de manière collective, on a transformé cette ESCI en société coopérative d'intérêt collectif. Et cette société coopérative d'intérêt collectif gère donc en effet ce foncier, mais porte également ce qu'est le projet et la vision, on va dire, la vision d'intérêt général de ce qu'est l'Ermitage en tant que tel. À côté de ça, vous avez, c'est tout l'objet de cette campagne LITA, une structure commerciale, donc une holding qui s'appelle le groupe Ermitage, qui a plusieurs filiales. Et plusieurs filiales qui sont, on va dire, le réacteur économique de ce projet en tant que tel, notamment parce que l'une de nos volontés, dès le démarrage du tiers-lieu, c'était à la fois d'équilibrer activité d'intérêt général, Armelle va en parler, vu qu'aujourd'hui elle dirige l'association Ermitage Expérimentation, qui est notre outil d'intérêt général, et également, à côté de ça, stabilité, pérennité économique, notamment pour pouvoir garder une certaine indépendance dans ce que nous pouvions proposer en termes de projet de tiers-lieu. Et donc, ce groupe Ermitage, aujourd'hui, il a 3 filiales. Donc, une filiale qui est l'Ermitage Séjour Inspirant, donc qui s'occupe de nos activités d'accueil, événementiel, d'hôtellerie, restauration et d'hôtellerie de séminaires, d'entreprises et de séminaires éco-responsables. À la tête de cette filiale, vous trouverez donc Mathieu. Ensuite, vous avez donc le fameux bureau d'études, l'Ermitage Impact et Transition, que je dirige. Et vous avez une 3e filiale dont on a parlé brièvement tout à l'heure, que sont les Jardins de l'Ermitage, qui est donc cette ferme maraîchère que nous avons donc cofondée et installée sur le site et qui aujourd'hui est également coopératrice de notre société coopérative d'intérêt collectif. Et à côté de ça, donc je le disais à l'instant et je vais laisser Armelle reprendre le relais, vous avez nos activités associatives via l'Ermitage Expérimentation. Alors, je te laisse y aller, Armelle. Oui, merci. Donc moi, je m'appelle Armelle. J'ai rejoint l'équipe de l'Ermitage il y a 2 ans, donc à la tête des activités d'intérêt général, et après un parcours dans le spectacle vivant et en collectivité territoriale. Et moi, ce qui m'a séduit dans le projet de l'Ermitage, c'est cette capacité à faire se rencontrer des publics et des personnes d'horizons différents. Et d'une certaine manière, l'association est un peu l'instrument en fait du vivre ensemble. Donc
sur le site de l'Ermitage. C'est un peu l'outil qui va permettre aux différents publics qui y viennent de s'y croiser, de s'y rencontrer, d'échanger, et plus particulièrement les publics qui vivent en proximité du lieu. Donc c'est vraiment l'outil du vivre ensemble et de la relation au territoire. Donc l'enjeu de l'association, c'est de faire en sorte que les activités qui ont lieu sur le site ne soient pas éloignées des préoccupations des habitants et des gens qui y vivent autour. Et donc, c'est autour d'activités concrètes qu'on met ça en œuvre aujourd'hui au sein de l'association. Donc, à travers un café-cantine, qui est vraiment le lieu de rencontre par excellence. Et donc, on se sert de ce lieu pour accueillir les personnes qui viennent à l'Ermitage, co-construire avec les habitants un projet d'espace de vie sociale et faire en sorte qu'il soit co-constructeur avec nous de ce projet qui se veut utile à son territoire. Et ça s'organise aussi autour d'activités d'éducation populaire dans la forêt, autour de l'alimentation ou au sein de notre Fab Lab. Et aussi autour de temps forts et de rituels, puisque vous l'avez vu, le site est assez vaste et permet d'accueillir des moments festifs et conviviaux. À titre d'exemple, je citerai par exemple un trail qui a été porté à l'initiative d'un professeur de sport qui adhère à la MAP et qui a eu l'idée de lancer un trail qui réunit aujourd'hui plusieurs communes et plusieurs associations et qui se retrouve à l'Ermitage, qui est en fait le village de départ et d'arrivée de cet événement, qui est là aussi pour fédérer les habitants. Et l'idée, à travers tout ça, c'est à la fois d'encourager l'esprit d'initiative des habitants, leur pouvoir d'agir, et puis aussi de l'entraide et de la solidarité au village. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'instrument d'atterrissage du lieu dans son territoire, l'association, si je devais le résumer brièvement. Absolument, absolument. Et peut-être que vous vous poseriez cette question qu'on nous a régulièrement posée depuis le démarrage du projet, c'est pourquoi avoir décidé d'éclater au final ces différentes entités, ces différentes activités. Très simplement, en fait, on a travaillé à ce projet-là de manière très itérative. Pendant 3 ans, on a testé ces différentes activités pour à la fois, certes, imaginer comment les améliorer, mais puis surtout pour pouvoir évaluer leur viabilité. Et le fait d'avoir créé ces différentes entités permettait d'une certaine manière de gérer le risque de manière beaucoup plus stabilisée. D'autant plus que, et je pense que vous l'avez saisi, si par exemple on prend le groupe Ermitage et ses différentes entités commerciales, juridiquement également, elles tombent, on va dire, sous différentes conventions collectives. Donc, convention collective de l'hôtellerie-restauration n'a strictement rien à voir avec celle du Syntec, du conseil, etc., etc. Donc, ça nous permettait aussi également de mieux gérer la manière dont on recrutait nos équipes et la manière dont on accompagnait nos différentes équipes tout en normalisant petit à petit ce qui était notre projet de tiers-lieu. Et aujourd'hui, et je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il te plaît, Mathieu, on arrive à maturité, donc après cette fameuse phase de préfiguration qui a duré peu ou prou de 2017 à tout début 2019, où on a donc stabilisé, en tout cas idée pour pouvoir stabiliser à la suite un premier modèle d'activité. On a lancé très vite nos activités commerciales, à la fois donc les accueils éco-responsables de groupes de professionnels et le conseil, notamment parce qu'en fait, les infrastructures que l'on a récupérées au moment de notre installation à l'Ermitage étaient parfaitement opérationnelles. Le site, certes, était en dormance depuis 2016, mais pour certains points, très capable d'accueillir très rapidement des gens, pour certains points également, notamment la cuisine aux normes, aux dernières normes, etc., etc. Donc, on a eu cette chance d'avoir un outil de travail assez performant dès le démarrage. Et suite à ça, donc 2019, on a commencé donc en effet à stabiliser nos activités d'accueil, mais on a
commencer également à accueillir des entrepreneurs en résidence. Donc aujourd'hui, vous avez 11 structures en plus de ce qui est l'Hermitage au global, qui aujourd'hui travaillent au sein de nos 30 hectares de tiers-lieux. Et donc, pour vous donner un exemple, on a par exemple une société qui s'appelle Végétaux, qui donc nous a rejoint dès 2018 et qui propose à la construction des systèmes aquaponiques. Et donc, bien entendu, leur intérêt, au final, a été, enfin en tout cas de venir chez nous, a d'abord été certes de trouver une communauté d'entrepreneurs de pair à pair. Donc, c'est-à-dire que forcément, quand on entreprend en milieu rural, on peut avoir très vite ce sentiment de solitude, dans la mesure où forcément, quand on est à 30 km de n'importe quelle ville moyenne, difficile de networker, difficile de se créer un réseau, des contacts, etc. Et donc nous, en fait, en tant qu'entrepreneurs chevronnés, on accompagne de pair à pair ces fameux entrepreneurs ruraux. Et puis, deuxième, on va dire, deuxième argument qui les a fait venir chez nous, c'est qu'il y a de l'espace et on est également terrain d'expérimentation. Et donc aujourd'hui, Végétaux qui a décidé, donc cette entreprise qui a décidé d'ouvrir, en tout cas de diversifier ses activités, enseigne. Et donc aujourd'hui, les élèves à qui ils enseignent viennent faire leurs travaux dirigés sur place, parce qu'il y a de quoi construire un système, etc. etc. Nous ne vous cacherons pas que le Covid, forcément, en tant que lieu d'accueil, nous a beaucoup ébranlés, mais en comparaison avec d'autres tiers-lieux qui se sont montés peu ou prou, comme nous, fin 2016, fin 2017, on fait partie de ceux qui, d'une certaine manière, ont réussi au mieux, à s'en sortir le mieux, notamment pourquoi ? Parce que nous avions une diversité, nous avions déjà diversifié nos activités. C'est-à-dire que l'accueil événementiel, d'une certaine manière, de séminaires d'entreprise sur place, bien qu'aujourd'hui, ça fasse partie d'un des gros, une des grosses mannes économiques de notre modèle, à cette époque-là, on a pu mettre en sommeil cette activité tout en continuant, par exemple, les activités de conseil par ailleurs, tout en continuant également ces activités où on avait nos entrepreneurs sur site, donc qui sont locataires du site, qui peu ou prou avaient tout de même, en dehors des confinements, avaient tout de même besoin de venir sur place. Donc on s'est relativement stabilisé. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, si on reprend un peu l'état des lieux à 2023, on a obtenu entre-temps plusieurs labels, donc labels proposés par l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, donc à la fois le label fabrique de territoire et le label manufacture de proximité, et puis surtout, et là je vais laisser Jean en parler un peu, on est devenu partenaire de l'ONG Acted, qui aujourd'hui conjointement nous lançons un campus du 3.0, donc 3.0, zéro pauvreté, zéro exclusion, zéro carbone. Je te laisse en parler, Jean. Oui, avec plaisir. Merci Latifa. Effectivement, j'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur les liens à Acted et sur le lien au national et à l'international. Ce qui est important dans l'histoire qu'on vit, et notamment dans le lien que nous avons avec le territoire et les habitants du territoire, c'est de s'inscrire dans un contexte complexe dans lequel la relation à l'autre et au reste du monde est questionnée tous les jours, de s'inscrire dans beaucoup plus grand que nous. Donc, Acted est une ONG internationale de très, très grande impact et influence, puisqu'ils ont une action auprès de 20 millions de bénéficiaires dans 40 pays. Et ils ont lancé avec des ONG, notamment du sud-est asiatique et d'Afrique, une alliance internationale, une alliance mondiale qui s'appelle 3.0. En considérant que, oui, il y avait des gros enjeux de transition des modes de production et des modes de consommation en Europe, mais que les agendas des pays qui n'ont pas aujourd'hui contribué de manière significative au réchauffement climatique sont des agendas qui sont plutôt tournés vers la lutte contre la pauvreté et lutte
contre l'exclusion. Donc 3-0, c'est zéro exclusion, zéro carbone. Donc on met effectivement quand même l'enjeu de la transition écologique et énergétique au centre de l'agenda, mais également la lutte contre l'exclusion. Donc cette alliance mondiale, on est le premier tiers-lieu 3-0 à l'échelle internationale en Europe. Donc l'idée, c'est d'être leader et de réunir avec Acted un certain nombre d'acteurs, des universités publiques, des universités privées, des programmes de recherche, des gens qui vont agir concrètement, notamment faire venir des étudiants des écoles concernées dans des lieux comme l'Ermitage et être un peu leader. On a lié notamment avec un lieu qui s'appelle le Familistère de Guise, pour celles et ceux qui connaissent l'histoire de ces lieux utopiques. Et l'idée, c'est que Acted est un acteur majeur de la lutte contre la pauvreté et de gestion de crise et un partenaire clé dans notre développement. Acted a investi dans l'Ermitage. Et c'est un actionnaire historique pour nous. Ce qui est pas anodin, parce qu'une ONG internationale qui investit dans un lieu comme l'Ermitage des fonds propres, c'est aussi un choix tactique qui affecte les ressources dont il dispose à un projet innovant. Et nous, c'est vrai que ça nous renforce dans l'idée qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et quelque chose d'intérêt national et d'intérêt mondial. On agit dans pas mal de réseaux. L'Ermitage est un lieu, Mathieu, Latifa et Armel l'ont évoqué, qui rayonne. Et c'est un lieu symbole aujourd'hui de ce qui peut se faire avec peu au départ, avec un impact significatif. Peut-être que l'Ermitage sera le premier d'une très très longue série de tiers-lieux 3.0 en Europe notamment. Donc on est un lieu d'influence entre guillemets. Et je terminerai le propos en disant qu'Acted utilise les infrastructures de l'Ermitage pour former ses collaborateurs et que d'autres ONG suivent. C'est aussi une manière de contribuer au modèle économique essentiel à l'avenir du site. Voilà. Je te laisse rebondir à Latifa sur le modèle économique. Oui, justement. Oui, justement, vas-y Mathieu. Bon, on a beaucoup parlé, je vois le temps passer, mais effectivement, donc, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on arrive à un moment vraiment charnière de notre développement. On a pris notre temps en bon héros pour vraiment être maîtriser notre développement et notre modèle. On a été très bien accompagné par la Banque des Territoires. La confiance qu'Acted nous a accordée également a beaucoup de valeur à nos yeux et beaucoup de potentiel. Et il faut imaginer effectivement que ce lieu aujourd'hui est dans une phase d'accélération du fait du potentiel qui a émergé durant ces dernières années et du besoin de le pérenniser, de construire à l'Ermitage ce modèle de tiers-lieu de grand domaine en milieu rural ayant de l'influence et de l'impact. Et de ce fait-là, aujourd'hui, on a une levée de fonds globale en cours avec une première phase qui permet de rénover pour à peu près 1 300 000 €, vous voyez à gauche, l'infrastructure hôtelière, une première tranche qui aujourd'hui va nous permettre aussi de développer l'activité séjour à son plein potentiel, puisque aujourd'hui, on fait à peu près sur l'activité séjour inspirant 300 000 € de chiffre d'affaires. On est à l'équilibre, mais une grosse partie des espaces ne seront pas exploitables faute de rénovation. Et également, en parallèle de ça, accompagner notre montée en puissance financière et de chiffre d'affaires avec un besoin en BFR sur la partie impact et transition, donc le bureau de conseil et la partie séjour. Et c'est là qu'interviennent l'ITA et Acted, donc en bleu à droite, pour venir abonder sur cette partie. Voilà pour l'explication rapide. Je pense qu'on pourra aussi, il y a pas mal de questions, donc on pourra préciser en questions-réponses. Hop. Et pour terminer, si vous voulez aller un peu plus loin, vraiment dans la compréhension du modèle, il y a deux documents qui sont vraiment intéressants. Un documentaire qui a été fait par Hyperlien, qui est sur YouTube, disponible sur YouTube, sur la saison 2, qui fait
de mémoire une vingtaine de minutes et qui permet vraiment de rentrer dans notre intimité et vraiment avec une très forte sensibilité sur vraiment les interconnexions et le lien au territoire, le lien entre les différentes structures. Puis un podcast qui s'appelle Tas de Beaulieu qui a été fait en 2021 pendant l'accueil de la première étape de la Convention citoyenne pour le climat qui a fait une tournée française des tiers-lieux pendant 1 an. Et on a été la première étape en juillet 2021. On a accueilli plus de 1000 personnes sur place pour cet événement. Et donc, dans ce cadre-là, Tas de Beaulieu est venu construire un podcast à ce sujet. Donc, n'hésitez pas, il est disponible aussi sur les plateformes. Voilà. On passe à la suite. Merci beaucoup. Merci à vous voilà, pour nous avoir écoutés. On est toujours un peu plus long que prévu. Merci à tous les 4 pour votre présentation. C'était très clair et très complet. Donc, en effet, on va vite passer à la session questions-réponses parce qu'on a pas mal de questions et il nous reste 20 minutes. Mais avant ça, très rapidement, je voulais vous rappeler les raisons pour investir dans l'Ermitage que vous pouvez aussi retrouver sur la page de la levée de fonds. Donc, un premier élément qui est capital à avoir en tête concernant le projet, c'est son caractère pionnier et innovant. Parce que donc, vous l'avez bien compris, le terrain d'action de l'Ermitage, c'est notamment les territoires ruraux, les villages, là où l'innovation territoriale est très dynamique depuis quelques années, notamment post-Covid, qui a entraîné un regain d'attractivité pour ces territoires. C'est donc un groupe pionnier qui est déjà positionné sur le marché des tiers-lieux et qui aujourd'hui cherche à expérimenter, accélérer et diffuser des innovations sociales, environnementales et technologiques au travers de ces multiples activités très bien présentées par ses cofondateurs et dirigeants. Un autre point crucial que Jean a bien pu développer, donc je vais aller vite, c'est son partenariat avec l'ONG internationale et humanitaire Acted, qui a donc investi dans l'Ermitage pour en faire le premier tiers-lieu 3.0 à échelle internationale. Donc encore une fois, qui se positionne comme un acteur pionnier dans ce mouvement des tiers-lieux à échelle internationale. Et également la société, enfin la viabilité et la solidité de cette structure-là, du groupe Hermitage, notamment par les 2 activités économiques qui ont bien été présentées par la TIFA. Donc, on a d'un côté la SAS Séjours Inspirants, dirigée par Mathieu, qui organise donc des séjours et des événements éco-responsables pour les professionnels et particuliers. Et de l'autre, la SAS Impact et Transition, dirigée par la TIFA, qui accompagne et conseille des entrepreneurs et des collectivités dans des projets innovants toujours à impact territorial. Donc ainsi, le groupe Hermitage parvient à allier modèle économique, pérennité, autonomie et impact social et transformation des territoires. Et pour terminer, donc vous l'avez vu, l'équipe de l'Hermitage est très impliquée, qualifiée et surtout complémentaire avec ses multiples casquettes et leur formation historique, et ce qui renforce la solidité du projet. Voilà pour les raisons pour investir. De toute façon, on va pouvoir y revenir au cours des questions. Et puis rapidement aussi, concernant l'investissement, donc la levée de fonds en cours sur l'ITA. Donc il s'agit d'un investissement en actions via holding, un investissement qui est éligible à des avantages fiscaux qui sont la réduction d'impôt sur le revenu de 25% du montant investi ou l'investissement via votre PEA ou PEA-PME. Je dis bien ou parce que ce sont 2 avantages qui sont non cumulables. Et puis également la possibilité de bénéficier d'une plus-value au moment de la revente de vos parts à partir de 5 ans. Donc, si vous avez des questions plus précises là-dessus, voilà, on pourra y revenir, mais surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec une conseillère de l'ITA pour des questions particulières sur les conditions d'investissement. Donc aujourd'hui, on est toujours en pré-collecte sur l'Hermitage avec plus de 121 000 intentions d'investissement déposées à date pour un objectif minimum de 300 000. Et on vous tiendra au courant dès que les souscriptions pour concrétiser votre intention seront ouvertes. Donc maintenant, on peut passer aux questions. Donc on va les prendre dans l'ordre.
On va voir la première question qui a été posée par Célia Cruz. Donc, merci pour votre question. Alors, je l'affiche en plein écran. Bonjour, bravo pour ce beau projet. Quel type de projet accompagne la SAS Impact et Transition dans ses bureaux d'études? Donc, c'est une question auquel Latifa, que tu as déjà pu un peu développer avec l'exemple de l'entreprise des systèmes aquaponiques. Oui, Est-ce que tout à fait. tu veux développer un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en effet, Impact et Transition accompagne donc à la fois des entrepreneurs indépendants. Je vous ai donné un exemple, mais aujourd'hui, le gros de sa clientèle, en tout cas le gros de ses projets accompagnés, ce sont les collectivités territoriales rurales, donc les collectivités locales. Comme je le disais, ça peut être des communautés de communes, ça peut être des petits villages, etc. Mais typiquement, un exemple, pour vous donner deux exemples peut-être. Aujourd'hui, nous accompagnons donc une mairie d'environ 4500 habitants, donc située dans le très sud de l'Oise, donc peu ou prou à une vingtaine de minutes en RER de Paris, et nous l'accompagnons dans la reprise d'un foncier emblématique qui fait 35 hectares, qui est composé de plusieurs châteaux et dépendances, qui était donc anciennement la propriété de la mairie de Paris, qui souhaite s'en défaire. Et nous, on accompagne le conseil municipal et l'ensemble des habitants pour pouvoir imaginer un projet de reprise viable, pérenne, pour faire en sorte que ce domaine reste, en tout cas redevienne un espace de collectif et de collectivité pour son territoire. Et peut-être aussi un deuxième exemple. Aujourd'hui, Impact et Transition a été donc attributaire d'un marché spécifique qui a été lancé par l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui vise à accompagner des collectivités locales, donc des Hauts-de-France, du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Île-de-France, dans la mise en place de projets autour de lieux hybrides. Voilà grosso modo pour, on va dire, la typologie de clientèle que l'on a, et puis surtout la typologie de projet qu'on peut avoir. Peut-être faire un clin d'œil, Latifa, à la réputation qu'a Impact et Transition aujourd'hui, puisque dès qu'un marché public est notifié touchant à des lieux hybrides en milieu rural, on nous appelle tout de suite pour pouvoir y répondre. Donc, on a déjà ce qu'on appelle en anglais un track record assez élevé comme cabinet de conseil, notamment parce qu'on est exemplaire et qu'on a notre propre outil où on a sur étagère un certain nombre d'expériences qu'on a déjà vécues nous-mêmes. C'est ça. Et vraiment, on travaille sur on va dire un positionnement de niche aujourd'hui sur la ruralité. Vous avez assez peu, on va dire, de bureaux d'études ou d'agences de conseil qui s'y positionnent avec un panorama aussi vaste des transitions. Merci, très bien. Justement, pour compléter sur l'activité Impact et Transition, une deuxième question de Célia Cruz, à laquelle vous pouvez répondre assez rapidement, sur les professionnels de l'activité d'accompagnement des porteurs de projets. Quel type de profil vous avez aujourd'hui au sein de l'Ermitage ? Oui, alors très brièvement, on travaille beaucoup en réseau, nous. Donc, c'est-à-dire que vu qu'on touche un large spectre de thématiques et de secteurs, on travaille beaucoup en partenariat avec des professionnels indépendants. Ça peut être des ingénieurs, des consultants, des urbanistes, des juristes, des notaires, des développeurs web, etc. Donc, c'est vraiment, on travaille sur, on va dire, une vision à 360 degrés de ce que peuvent être les problématiques des territoires en marge, et on monte de manière ad hoc pour chacun des projets une équipe spécifique qui peut y répondre. Merci Latifa. Alors, prochaine question de Hubert. Par quels moyens l'Ermitage a-t-il un impact à échelle nationale ? Parce qu'en effet, on parle beaucoup de votre impact territorial, local, mais on sait aussi que l'Ermitage a un impact national. Alors, par quels moyens ça se produit ? Je peux répondre là-dessus parce que c'est un de mes mandats de positionner l'Ermitage dans les enjeux nationaux. On est présent dans les écosystèmes de tiers-lieux et de lieux hybrides. On impacte au national par l'exemplarité et la qualité de ce que nous faisons. Nous sommes devenus un des
tiers-lieux ruraux les plus emblématiques de France. Et notamment, notre discours, c'est de dire il faut et il est possible qu'il y ait un tiers-lieu par village en France pour régénérer le vivre ensemble et porter les valeurs fortes de solidarité et de lutte contre l'exclusion, la pauvreté et l'enclavement personnel. Donc, on intervient notamment avec des associations comme les Petits Débrouillards. Bien sûr, on a parlé d'Acted, qui est influente aussi dans les écosystèmes nationaux. Moi, je passe un tiers de mon temps à être présent à Paris, à Lille. Là, demain, je vais à Bordeaux avec Plateau Urbain, qui est une des grandes coopératives d'immobilier temporaire qui porte des enjeux de tiers-lieux. On a un agenda, en fait. Et c'est important pour nous de réussir à bien évaluer l'impact qu'a cette présence nationale pour que l'Ermitage soit visible, mais aussi que la notion de lieu hybride au premier kilomètre en territoire rural soit portée et incarnée. Il n'est pas impossible qu'on ait quelque chose qui relève d'un livre collectif dans moins d'un an. J'en dis pas plus. Voilà. Alors, la prochaine question, je pense qu'elle va être destinée à toi, Mathieu, sur la rentabilité de l'Ermitage. Comment et quand comptez-vous atteindre la rentabilité? Alors, effectivement, donc déjà aujourd'hui, on est, selon les structures, peu ou prou à l'équilibre. L'Ermitage Séjour Inspirant, typiquement, est à l'équilibre depuis l'année dernière, sera excédentaire cette année. Maintenant, aujourd'hui, on est, entre guillemets, par rapport à la taille du site et eu égard à son potentiel, sous-sizé, entre guillemets. Donc là, l'objectif est de faire ces travaux qui vont être une période de transition où il y aura un tout petit peu moins d'activité, puisqu'on les fait à tiroir, hein, le site étant vaste. Et l'idée, c'est l'objectif, hein, ce n'est pas qu'une idée, puisque maintenant on a quand même un peu de recul, c'est dès 2 ans, donc 2025, d'être à l'équilibre sur l'ensemble des structures. Sur la SIC, on a d'autres qui perçoivent les loyers des différentes structures, donc c'est étroitement lié à la santé des structures de l'Ermitage. Aujourd'hui, elle est à l'équilibre. Voilà, donc aujourd'hui, entre guillemets, on part pas, c'est pas un projet qui part de zéro, c'est un projet qui a entre guillemets déjà passé la phase de conception et de MVP, comme on dit, donc Minimum Valuable Project. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on a montré la viabilité minimum du projet et on doit passer 2 marches supplémentaires pour que cette situation qui aujourd'hui n'est pas viable à long terme, dans le sens où on a beaucoup donné en tant que cofondateur, on a besoin aussi d'étoffer l'équipe, etc., et d'avoir des bâtiments qui sont viables sur le long terme, puissent émerger, quoi. Mais donc globalement, pour répondre simplement en une phrase, 2 ans. Merci Mathieu. Donc on a une question qui concerne le partenariat avec Acted. Je considère que Jean, tu y as déjà répondu pendant la présentation, et vu qu'on est un peu court avec le temps, je propose qu'on prenne la question Hubert qui va rester un petit peu sur ce pan financier. La voici. Comment se répartit le chiffre d'affaires entre les différentes activités? Alors, donc aujourd'hui, si on prend donc l'activité Séjour Inspirant, je le disais tout à l'heure, c'est à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires cette année, 260 de mémoire l'année dernière, et une projection avec un site rénové qui est à peu près à 1 million d'euros. Donc aujourd'hui, on a fait à peu près, on est à 30% du potentiel du site. Et de cette activité-là. Impact et transition, je te laisse y répondre, Latifa. Je connais les chiffres, mais je peux faire que... Oui, bien sûr. Pour impact et transition. Dire qu'on ne fait pas de pub pour le moment et qu'on est booké quasiment tout le temps. Hein. Voilà. On n'a fait aucune promotion du fait aussi qu'on ne pouvait pas encaisser toute la demande. Donc c'est une activité aujourd'hui qui s'est développée sans promotion commerciale aucune, quoi.
C'est vraiment le bouche à oreille et la qualité de ce qu'on propose qui a fait que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et c'est aussi également le cas pour Impact et Transition. On n'a fait absolument aucune promotion spécifique sur l'ensemble de nos activités. Donc, pour revenir globalement sur les chiffres, ce qu'il faut savoir d'Impact et Transition, c'est qu'aujourd'hui, le bureau d'études est d'une certaine manière sous-staffé. Et tout en étant sous-staffé, on a réussi donc l'année dernière à faire un peu plus de 130 000 euros, de 100 000 euros, pardon, de chiffre d'affaires. On sera pour cette fin d'année à peu près dans les mêmes eaux, avec une projection d'activité, avec un staffing notamment de seniors et surtout une diversification de nos activités en partenariat avec Séjours Inspirants autour de l'élaboration de masterclass et de formations qui s'appuient sur l'infrastructure du site de l'Ermitage. On est peu ou prou à ce qu'est la perspective d'exit des investisseurs LITA à 700 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et donc la SIC, après, qui perçoit les loyers, aujourd'hui, c'est à peu près 150 000 euros de loyers perçus avant travaux, sachant que les loyers vont augmenter forcément derrière. Et puis l'association qui est du coup dans une logique budgétaire un peu différente, mais à l'équilibre quand même. Je te laisse en parler un peu. Oui, l'association a un budget de fonctionnement autour de 400 000 euros actuellement. Voilà. Et après, elle projette aussi certains investissements et elle est financée en partie par des subventions, des dons des particuliers et puis aussi du chiffre d'affaires lié à la vente au café. Et aussi un petit peu de prestations à la marge, mais on va développer cette partie davantage dans les années qui viennent. Merci. Donc, sachez que de toute façon, vous pourrez retrouver toutes ces données financières dans le dossier d'investissement qui sera disponible d'ici quelques jours et à retrouver sur la page de la levée de fonds. Oui, peut-être clin d'œil à Armel, parce qu'on n'a pas dit qu'on avait un café associatif au cœur du tiers-lieu avec une licence 4. Et à la campagne, c'est une de nos belles réussites d'avoir une licence 4 avant 50 ans. Oui, c'est un des bénéfices de l'agenda rural, ça, d'avoir pu avoir cette licence 4. Alors, la prochaine question donc, de Fabienne, que j'ai relayée sur... donc, je vous la lis. La durabilité d'un projet est intimement liée aux personnes qui le portent. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre équipe de dirigeants? Comment vous projetez-vous à court terme, moyen et long terme vis-à-vis de ce projet et votre gestion des RH? Je pense que tout le monde peut dire un mot. Donc, allez-y. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les 4 personnes qui sont ici présentes se connaissent et ont travaillé ensemble depuis alors pour Latifa, Jean et moi, quasiment 7 ans maintenant. Et Armel, 2 ans au sein de l'équipe et déjà 2 années en amont de collaboration étroite avec la collectivité locale. Donc on se connaît très bien dans nos bons comme nos moins bons côtés. On sait travailler ensemble. Et passer les épreuves ensemble. On a passé quand même des moments compliqués sur un début de projet de cette envergure-là. Et donc ça nous a conforté et construit dans notre coopération et association. On se projette forcément sur le long terme, sur un projet comme celui-ci. On est tous installés. Alors Latifa, c'est un peu différent, elle est installée à Reims, mais c'est à 1 heure de l'Ermitage. Du fait de l'activité de bureau d'études, elle n'est pas tous les jours sur site. Mais Jean, Armel, moi, on vit sur le territoire, on construit notre vie de famille sur le territoire. Et donc c'est vrai que c'est un sujet qui est important, y compris au-delà des dirigeants et fondateurs de ce projet, puisque vous n'êtes pas sans savoir, on en parle depuis tout à l'heure, qu'on est en milieu rural. Alors certes, on n'est pas très loin de Paris, on est à 1h30, mais venir s'engager professionnellement à l'Ermitage, ça n'a rien d'anodin. Et donc, c'est aussi ça qu'on a construit depuis plusieurs années, la capacité à onboarder et à embarquer des collaborateurs qui
en connaissance de cause, qui est réellement engagée. Et donc, on a une équipe aujourd'hui. Alors, on a essuyé pas mal de plâtre, hein, comme tout projet. Sur les premières années, on a vraiment, il faut pouvoir le dire, qu'on a construit notre expérience aussi. Je suis très sensible au fait de dire que c'est les échecs, hein, qui nous font avancer, nous font grandir. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est vraiment solide, quoi, qui se projette vraiment sur le long terme, engagée profondément dans ce qu'est l'Hermitage dans sa globalité. Et au-delà de chaque structure et des missions opérationnelles et stratégiques de chaque structure, il y a vraiment un projet d'ensemble pour lequel chacun est engagé, quoi. Peut-être un très gros complément. D'un point de vue opérationnel, on a une réunion hebdomadaire des structures du groupe, c'est-à-dire qu'on travaille étroitement ensemble au quotidien. Et puis après, chaque structure a ses propres équipes. Et voilà, on essaye de vraiment travailler ce lien opérationnel au quotidien et en complémentarité entre les structures et à vraiment, voilà, et la politique RH, elle se construit progressivement aussi à travers cette relation étroite qu'on a au quotidien entre les structures. Et on est accompagné, hein, là-dessus. Alors là, on a eu une première phase il y a 1 an et demi avec une structure qui s'appelle Sillage, justement sur les coopérations, enfin vraiment la structuration de nos méthodologies de coopération en interne sur un projet comme celui-ci avec plusieurs raisons d'être spécifiques par structure et une raison d'être globale de l'ensemble. C'est hyper important et on avance en faisant, quoi. Latifa, tu veux rebondir aussi? Non, je pense que c'était très complet, donc c'est très bien. Super. Parce que je vous propose qu'on traite une question qui est revenue 2 fois par Benoît et Loïc concernant la perspective de sortie des investisseurs LITA. Donc, la première partie de la question, on y a répondu. Enfin, vous venez d'y répondre sur comment vous voyez l'Hermitage dans 5 ans. Donc, on peut axer votre réponse sur la sortie des investisseurs de l'ITA à partir de 5 ans. Absolument. Okay. Donc ça, on en a longuement discuté, hein, que ce soit pas qu'avec l'ITA, la Banque des Territoires, avec Acted, qui pour le coup est un acteur, un partenaire et un associé qui se projette vraiment sur le long terme. Il y a plusieurs options et c'est assez simple. Aujourd'hui, les perspectives de sortie. La première, qui est la plus basique, entre guillemets, c'est un rachat des parts par la société avec une partie du cash flow généré. Aujourd'hui, les perspectives économiques et le plan d'affaires le permettent à horizon 5 ans, avec un objectif de TRI de 8% brut par an. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est du fait de l'envergure du projet et de sa réussite, il y a possiblement aussi une perspective de rachat lors d'une nouvelle levée de fonds pour une nouvelle phase de développement, que ce soit sur le site de l'Hermitage ou ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête et les deux, en fait, sont possibles aujourd'hui. Donc la plus simple, parce que c'est un projet en région et qu'on comprend, c'est pas classique en termes de scalabilité d'essaimage. Il y a cette logique de rachat par la structure et ses fondateurs. Et en deuxième aussi option, une nouvelle levée de fonds qui viendrait vous permettre de sortir à ce moment-là. Je te remercie, Mathieu. Donc, il est déjà 13h passées, donc je vous propose de traiter encore une question. Et la question de Serge sur le choix d'avoir choisi l'ITA et voilà, sur le montant minimum à collecter pour répondre à vos besoins, à vos enjeux. Vous pouvez éventuellement fusionner avec la question de Loïc sur vos perspectives de développement pour opérer votre changement d'échelle qui est l'objectif de cette levée de fonds sur l'ITA. Et on terminera là-dessus. Pourquoi avoir choisi l'ITA? Très simplement, vous complétez en disant Latifa, Armel, parce que j'ai déjà pas mal causé, mais en fait, nous, on s'est construit et on a lancé le projet vraiment sur une dynamique collective de soutien. Il faut se retenir qu'il y a eu quand même, sur les 2 premières campagnes, 2000 donateurs sur ce projet, avec des gens qui sont derrière, qu'on continue à soutenir, à nous suivre, à venir sur place. D'ailleurs, on vous invite
vraiment vivement à venir nous rendre visite. Il y a des portes ouvertes le 18 novembre. Voilà, c'est possible. Pourquoi avoir choisi l'ITA? Parce qu'aujourd'hui, après cette première phase de preuve de concept, on souhaitait, du fait du succès de cette première phase, ouvrir le capital auprès de notre communauté et d'une communauté plus large qui pourrait venir de l'ITA, que ça faisait sens. Il n'y a pas pourquoi avoir choisi l'ITA spécifiquement par rapport à d'autres plateformes, parce que c'est la plateforme qui est la plus en phase avec ce qu'on développe et ce qu'on porte. Donc ça paraissait évident. On en avait déjà discuté avec l'ITA en 2019 et nous, de notre propre initiative, on avait estimé que c'était un peu tôt. Encore une fois, la prudence du rural. Mais et donc voilà. Et puis après, le montant minimum à collecter aujourd'hui, il est de 300 000 € pour pouvoir répondre à justement cette phase cette nouvelle étape de développement, les travaux à venir, le fait aussi que ce besoin de lever en fonds propres soit nécessaire pour lever de l'emprunt auprès de la Banque des Territoires, l'emprunt qui est du quasi-fonds propre, hein, c'est-à-dire que c'est un emprunt sans garantie, sans besoin de garantie. Voilà, et donc c'est vraiment c'est le plancher pour lequel aujourd'hui on est engagé sur l'ITA, étant entendu que Acted a aussi investi à hauteur de 250 000 €. On est bon? Personne n'a quelque chose à rajouter? Il est déjà 13h05. Donc, merci pour ce moment. Pour ceux qui ont loupé le début ou la fin, vous aurez à disposition un replay à retrouver dans l'onglet Opération de la page de la levée de fonds sur l'ITA. Et d'ici l'ouverture de la collecte, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tous à bientôt pour l'ouverture des souscriptions. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Et Merci bon à tous. déjeuner. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.